Salut les pingouins! Dans cet épisode sur la construction de la maison en kit de mon frère, je vais vous montrer l'incroyable escalier provisoire qu'ils ont construit pour pouvoir travailler à l'étage, comment avoir de l'électricité dans une maison en travaux qui n'est pas encore raccordée, et je vais aussi vous montrer un problème potentiellement très grave qu'ils ont eu avec la dalle et que vous pourriez aussi avoir chez vous si vous ne faites pas attention. Pour accéder à l'étage, au début il y avait juste une échelle, mais c'est super dangereux d'avoir juste une échelle et je vous conseille, si vous construisez et que vous avez pas mal de trucs à faire sur un étage, c'est de mettre un escalier provisoire, mais un escalier vraiment dur, parce que l'échelle c'est dangereux, surtout quand on monte avec des outils, avec des matériaux, etc., qu'on monte et qu'on descend plusieurs fois dans la journée. Donc ça vaut vraiment le coup pour la sécurité de prendre le temps de faire un vrai escalier. Une autre chose aussi auquel il faut faire attention, c'est qu'on va avoir peut-être besoin de passer des gros matériaux des fois, par exemple des grandes plaques d'OSB, des choses comme ça. Donc pensez aussi à ce que malgré l'escalier, il y a quand même un accès assez facile pour des trucs volumineux à l'étage. Donc ce que mon frère a choisi de faire, c'est de faire un escalier provisoire qui soit exactement aux dimensions de l'escalier final, parce qu'au final, il veut se faire un escalier qui soit avec un gros limon central en fer et en bois, donc vraiment l'escalier sur mesure. Donc il y aura une partie soudée, une partie vissée, etc. Et donc ce qu'il voulait, c'est vraiment être sûr que l'escalier soit agréable à monter, que les proportions soient les bonnes. Donc ils se sont dit, quitte à faire un escalier provisoire, autant le faire aux bonnes dimensions pour vérifier que tout est bon, éventuellement l'ajuster pendant les travaux, et comme ça, une fois qu'ils feront l'escalier définitif, ils sont sûrs d'avoir un escalier qui est au top. Donc c'est un escalier car tournant, donc on a une grosse partie toute droite et après un virage à 90 pour continuer la fin de l'escalier. Ça permet de gagner de la place parce que sinon ça aurait quasiment fini dans le mur au niveau de la fenêtre, donc pas très pratique pour passer. Et comme tout le reste de la maison, le salon ici, c'est plus simple de venir comme ça pour monter à l'étage. Donc comme pour l'escalier final, ils ont fait avec un limon central pour vraiment se rendre compte des proportions. Ils ont fait tous les calculs, tous les traçages au sol pour vérifier par exemple qu'au niveau du plafond on est au moins 1,80 m de dégagement pour pouvoir marcher et monter sans se taper la tête dans le plafond. Pour les marches, c'est deux morceaux de bastin qui sont assemblés ensemble avec deux grosses tiges filetées de chaque côté. Donc voilà, ils ont percé de part en part, ça ressort ici et ils ont mis tige filetée avec un écrou. Ça permet d'avoir un truc bien solide ensemble et ça fait donc un peu plus, ça doit faire pas loin de 30 cm je pense. Donc voilà, ça fait des belles marches. Et pour supporter ces marches, donc ils viennent visser sur le limon central des morceaux de bastin qui sont assemblés ensemble donc à 90 comme ça, ce qui permet d'avoir quand même une bonne surface d'appui. Et voilà, ensuite les marches elles sont vissées par le dessus ici dans les différents supports. Et donc ça permet d'avoir un truc assez solide. Donc quand on fait un escalier, il faut faire attention parce qu'il faut que ça soit agréable à monter. Donc il y a des règles à respecter, notamment la règle de Blondel, la formule de Blondel. Il y a un article sur le blog, je vous mettrai en description, qui explique tout ça avec une petite calculatrice aussi. Et donc en gros, il faut que la distance d'ici à ici, elle ait une certaine valeur pour pas que ça soit désagréable. Il faut pas que ça soit trop haut, il faut que la marche soit quand même assez profonde. Donc voilà, pas mal de trucs à respecter pour que ce soit agréable. Et donc là, leur système en bois, ça leur permet de faire plusieurs tests et d'avoir fait plusieurs ajustements. Ils ont recoupé à un moment la hauteur du coup des supports, ils ont décalé de 2 mm je crois sur chaque marche additionnée, donc à la fin il y avait 1 ou 2 cm à couper. C'est vrai que faire comme ça leur a pris pas mal de temps, là ça fait plus d'une semaine et demie, 2 semaines qu'ils sont dessus, mais ça permet vraiment de, quand ils vont faire l'escalier définitif, d'être sûr directement d'avoir les bonnes dimensions et sans tout redessouder, sans couper des morceaux de tubes en métal qui sont plus compliqués et plus chers à rabouter que des morceaux de bois. Ils ont fait une pâte en ferraille, donc un espèce de U, un espèce de sabot en fait qui vient donc maintenir grâce à des tiges filetées ici le limon central et en même temps des tiges filetées qui sont dans la structure du plancher de l'étage. Là on voit la grosse pâte, donc il y a une grosse plaque de fer de ce côté-là, et comme ça le limon central est bien boulonné au milieu et là ça risque pas de bouger. Et en bas ils ont mis une équerre, pareil pour fixer un petit peu le pied et être sûr que ça bouge pas à ce niveau-là, au niveau de l'angle à 90. Et il y en a un aussi ici, une petite équerre vissée dans le sol pour maintenir tout ça. Franchement c'est nickel, juste ils trouvaient que c'était un peu mou au milieu parce que le limon central il est juste en bois et pas aussi épais et solide que ce que sera le tube en acier plus tard. Du coup ils ont rajouté là ces deux renforts là qui sont pris en haut et appuyés en bas. Du coup, ça évite un peu de balancer et ça rigidifie toute la structure. Truc à faire gaffe, là, si vous faites des escaliers de chantier comme ça et que vous allez vous en servir pour les mesures définitives, c'est de bien prendre en compte la hauteur fine du sol. Donc là, en fait, là, c'est une marche, mais en fait, le sol finit donc avec, il y aura une chape, il y aura un revêtement du sol. Alors, je sais plus si c'est du parquet ou du carrelage, mais en tout cas, le revêtement fini, ça sera ici. Donc après, là, ça permet de faire la première marche. Et pareil en haut. La dernière marche ici,
ça correspond vraiment au niveau fini du sol. Donc là, il va y avoir un plancher rehaussé, il va y avoir du parquet. Donc ça va vraiment venir ici. Ça permet vraiment de prendre les mesures précisément et de ne pas se retrouver avec un décalage de quelques centimètres à la fin. Je vais vous montrer un truc aussi, j'en avais parlé dans la première vidéo où on fait la visite, il n'y a pas encore d'électricité ici. Et donc en fait pour avoir le raccordement définitif sur le réseau, il faut en fait que l'électricité soit déjà faite dans la maison et que le conducteur soit passé pour dire ok, l'électricité c'est correct, ça respecte les normes, donc on peut se raccorder. Donc normalement là il faut un compteur de chantier pour qu'il puisse avoir le courant le temps du chantier. Il y a une vidéo détaillée sur la chaîne qui explique toute cette procédure-là, comment ça marche, etc., les démarches à faire. Donc je vous mets le lien si ça vous intéresse. Et donc en tout cas, eux, c'est en cours, mais ça prend du temps parce qu'il faut de devis, parce qu'il y a des allers-retours, etc. Et que parce que l'administration, c'est pas toujours hyper rapide. Du coup, en attendant, ils étaient un petit peu bloqués. Et du coup, j'aurais prêté ma batterie EcoFlow que j'ai depuis pas très longtemps. En fait, c'est assez intéressant. Le principe, donc, c'est que c'est une grosse batterie qu'on va pouvoir recharger avec un fil sur une prise. Donc dans une maison où il y a l'électricité, on laisse brancher, ça recharge la batterie. Et donc après, on va pouvoir venir se brancher avec des appareils parce que derrière, il y a des prises électriques. Donc là, elle est à 92%, donc un petit écran en plus qui indique la charge. Et je peux venir brancher là, par exemple, ma lampe. Je trouve ça vraiment super intéressant comme système parce que déjà, ça permet de travailler quand on n'a pas le courant comme ici. Ça permet de travailler aussi à des endroits où le courant n'est pas du tout accessible. Donc par exemple, si on fait des travaux, qu'on a un grand terrain à certains endroits, dans un verger ou autre, qu'on a besoin d'électricité pour couper, pour faire une barrière ou autre, ça peut être cool si on n'a pas tous les outils qui sont sur batterie d'avoir ce genre de truc. Et ça peut sans souci faire tourner des scies. Ils s'en ont servi avec un perfo, je crois, ici pour faire des trous pour se fixer dans la dalle. Niveau puissance, il n'y a pas de souci pour faire tourner des grosses machines. Ça permet d'avoir de l'éclairage. Là par exemple, ils s'en servent beaucoup pour l'éclairage parce que on est en février-mars et du coup à cette époque, il n'y a pas beaucoup de lumière très tard. Et même en intérieur, il n'y a pas forcément beaucoup de lumière, en tout cas assez pour travailler sur des trucs précis. Du coup, ils peuvent brancher les lampes dessus toute la journée, ça tient sans problème. Il y a pas mal de petites options en plus que c'est juste une batterie qui stocke de l'électricité. Et notamment certains trucs qui, moi, vont me servir dans un projet dont je vous parlerai dans le prochain vlog certainement. Mais par exemple, on peut brancher, voilà, je crois que c'est ici, on peut se brancher sur une prise comme je vous disais pour la recharger normalement en 220 volts et on peut aussi brancher des panneaux solaires. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il accepte du 12 volts d'un panneau solaire et il va se charger de la régulation parce qu'il faut savoir qu'un panneau solaire, le courant qui va produire, ça dépend de comment il est orienté par rapport au soleil, ça dépend de comment le soleil tape, ça dépend de quelle heure il est, ça dépend des nuages. Et du coup, c'est pas forcément le top si on branche directement un panneau solaire sur une batterie parce que ça va pas être une tension, une intensité qui est l'idéal pour brancher la batterie et ça peut l'abîmer. Il faut un régulateur solaire quand on veut charger une batterie avec un panneau solaire et donc il y en a un d'intégré dedans. Donc ça veut dire que si je récupère un panneau solaire et que je le connecte dessus, je vais pouvoir charger ma batterie et je vais pouvoir avoir un mini système autonome, l'électricité qui est produite par le panneau solaire, qui est stockée dans ma batterie et que je peux me servir donc soit avec les ports USB devant, soit avec le convertisseur qui convertit le 12 volts en 220 volts en branchant tous les appareils classiques 220 volts. Et donc je trouve ça vraiment intéressant que tout soit condensé. Donc il y a un chargeur de batterie, il y a un transformateur 12-220 volts, il y a un régulateur de panneaux solaires et bien sûr la batterie. Et en plus, assez intéressant, on peut aussi brancher des batteries supplémentaires si on trouve que la capacité de stockage n'est pas suffisante. On rajoute des batteries et du coup ça augmente la capacité et on a accès quand même aux prises et à tout le reste. Ceux qui veulent plus d'infos, il y a des liens en description. Alors c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais en fait si on prend tous les éléments séparément et qu'on additionne les prix, en fait c'est plus intéressant d'avoir un truc tout en un tout fait. Mais clairement, il ne faut pas l'acheter si c'est pour s'en servir 2 fois dans l'année. Par contre, je trouve que quand on se lance dans des travaux de rénovation, de construction, et qu'on sait qu'on va être un moment sans électricité ou sans accès facile à l'électricité, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être intéressant aussi, moi j'ai pensé pour les artisans, après vous me donnerez votre avis, les artisans qui regardent les vidéos. Ça permet de brancher tous les appareils filaires classiques sans se poser de questions si sur le chantier sur lequel on va bosser, il y a de l'électricité ou pas. Et l'autre truc que je trouve intéressant, et c'est pour ça que moi je me suis beaucoup intéressé à ce truc là à la base, c'était pas parce que mon frère construisait la maison, c'est pour le côté pouvoir se créer un petit système 100% autonome avec vraiment tout ce qu'il faut assez facilement sans aller plonger dans les histoires de calcul, de quelle batterie il faut, quel chargeur il faut, quelle puissance, etc. Là tout est regroupé, tout est simple et tout assez compact, donc il y a pas mal de choses intéressantes à faire en lien avec l'autonomie je pense, et c'est pour ça que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Bon, il s'est rendu compte d'un souci sur le chantier, c'est que la dalle a fissuré à plusieurs endroits. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, on le voit assez bien, là, il y a une fissure. Donc, ils ont mis des petits coups de marqueur bleu pour repérer les fissures et puis pouvoir vérifier
si ça s'étendait pas trop. Et donc ils sont demandés au début d'où ça venait. Donc il y en a ici, il y en a une aussi là tout le long là. Et en fait, c'est sûrement à cause du stockage des plaques de placo. Parce qu'en gros, ils avaient fait une très grosse pile ici et une pile moyenne ici. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais une plaque de placo, c'est 30 kg, donc ça se porte assez facilement tout seul ou à deux. Mais en fait, là, il y en avait quasiment presque 100 d'empilés, donc ça fait du coup pas loin de 3 tonnes. Et donc 3 tonnes à un seul endroit de la dalle, c'est énorme, et du coup, c'est sûrement pour ça que ça a fissuré à certains endroits. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait plusieurs tas, ils en ont enlevé complètement d'ici, ils ont stocké ailleurs, pour pouvoir diminuer le poids à un endroit précis. Donc voilà, il faut faire gaffe parce que même si au final toutes les plaques elles vont être réparties dans la maison, donc ça ne fera pas très lourd, mais stocker à un seul endroit ça peut être très lourd, donc attention quand vous stockez vos matériaux. Et bien penser, parce qu'une plaque c'est pas si lourd, quand on multiplie par 50 ou 100 c'est plus du tout le même délire. Donc là ce qu'ils vont faire maintenant c'est qu'ils vont surveiller comment les fissures réagissent, est-ce que ça va s'étendre, est-ce que ça va se stabiliser ou pas. Si ça se stabilise, ça ne devrait pas être trop grave. Ils vont vérifier aussi par en dessous ce qu'il y a un vide sanitaire, s'il n'y a pas de dégâts trop importants qui traversent toute la dalle. Et ce qu'ils vont aussi se bricoler, donc je vais vous montrer ça parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est un fissuromètre. On vous en avait parlé parce que c'est un fissuromètre dans notre vidéo sur les outils de mesure. En fait, tout simplement, c'est un petit outil de mesure qu'on a fixé au-dessus d'une fissure. Et on va pouvoir voir dans le temps si cette fissure elle s'agrandit ou si elle se resserre au contraire. Donc voilà, ils vont sûrement s'en faire un ou deux pour surveiller, pour voir comment ça évolue. Donc je vous montrerai la fabrication du fissuromètre et comment on l'utilise. Bon, c'est tout pour cet épisode sur la maison en kit de mon frère. Il y aura d'autres épisodes parce que comme vous le voyez, c'est loin d'être fini, encore pas mal de boulot. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui sera probablement à propos de ma maison à moi parce que faut que j'avance aussi ma maison moi. À bientôt les pingouins!